Le cœur de Lisa s'arrêta net quand elle aperçut sur le moniteur pour bébé le lynx roux penché au-dessus du berceau de Théo. Ce que les yeux de l'animal sauvage exprimaient n'était pas une menace de mort, mais un appel désespéré qui défierait tout ce qu'elle croyait savoir sur le monde naturel. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. Les montagnes du Colorado se dressaient majestueusement contre le ciel d'automne, leur sommet déjà saupoudré d'une fine couche de neige précoce. À leurs pieds, nichée dans une vallée isolée, la petite ville de Pine Creek semblait figée dans le temps. C'est ici, à la lisière de la civilisation et de la nature sauvage, que Lisa Moreau avait choisi de s'installer avec son fils de 6 mois, Théo. Biologiste spécialisée dans les grands félins d'Amérique du Nord, Lisa avait quitté son poste à l'université de Denver après la naissance de son fils, cherchant un endroit paisible pour élever son enfant tout en poursuivant ses recherches. La maison qu'elle avait louée était parfaite, une cabane en rondin rénovée, suffisamment proche de la ville pour les nécessités quotidiennes, mais assez isolée pour lui offrir la tranquillité dont elle avait besoin. L'arrière de la propriété donnait directement sur la forêt nationale, un vaste territoire sauvage qui abritait une faune diverse, dont les fameux lynx roux qu'elle étudiait depuis plus de 10 ans. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, Lisa berçait doucement Théo dans ses bras, fredonnant une berceuse que sa propre mère lui chantait quand elle était enfant. Les grands yeux bleus du bébé luttaient contre le sommeil, s'ouvrant et se fermant comme s'il craignait de manquer quelque chose d'important. « Allez, mon petit ange », murmura Lisa en déposant délicatement son fils dans son berceau. « Il est temps de dormir maintenant. » Elle alluma le moniteur pour bébé, un modèle sophistiqué avec caméra intégrée qu'elle avait choisi pour sa qualité d'image supérieure. En tant que scientifique, Lisa avait un faible pour les gadgets technologiques, surtout ceux qui pouvaient l'aider à observer et documenter. C'était une habitude professionnelle qui s'était naturellement étendue à sa vie personnelle. Quittant la chambre sur la pointe des pieds, Lisa se dirigea vers son bureau improvisé dans le salon. Son ordinateur portable était ouvert, affichant les données de son dernier projet, une étude sur l'adaptation des lynx roux face à l'empiètement humain sur leur habitat naturel. Elle jeta un coup d'œil à l'écran du moniteur pour bébé posé à côté de son ordinateur. Théo s'était finalement endormi, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme régulier de sa respiration. Satisfaite, Lisa se plongea dans son travail, analysant les images capturées par les pièges photographiques qu'elle avait installés dans la forêt environnante. Après une heure de concentration intense, elle fut tirée de ses pensées par un bruit étrange provenant du moniteur. Ce n'était pas le pleur habituel de Théo, mais plutôt un froissement, comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait dans la chambre. Fronçant les sourcils, Lisa augmenta le volume et fixa l'écran. La vision nocturne de la caméra baignait la pièce d'une lueur verdâtre, rendant l'observation difficile. Théo dormait toujours paisiblement, mais il y avait définitivement quelque chose d'anormal. Un mouvement près de la fenêtre attira son attention. Le cœur de Lisa s'arrêta net. Là, perché sur le rebord de la fenêtre entr'ouverte, se trouvait un lynx roux. L'animal, avec sa fourrure tachetée caractéristique et ses oreilles touffues, semblait observer le berceau avec une intensité troublante. Lisa bondit de sa chaise, renversant presque son ordinateur dans sa précipitation. Elle se rua vers la chambre de Théo, l'adrénaline pulsant dans ses veines. « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» répétait-elle en courant dans le couloir, imaginant les pires scénarios possibles. Quand elle atteignit finalement la porte de la chambre et l'ouvrit d'un geste brusque, le lynx tourna la tête vers elle. Leurs regards se croisèrent pendant une fraction de seconde, avant que l'animal ne saute agilement de la fenêtre et disparaisse dans la nuit. Lisa se précipita vers le berceau, soulevant Théo dans ses bras, vérifiant frénétiquement s'il n'avait pas été blessé.
Le bébé, réveillé par le mouvement soudain, commença à pleurer. « Chut, mon cœur, tout va bien », le rassura-t-elle, bien que sa propre voix tremblât. « Maman est là. » Une fois certaine que Théo était indemne, Lisa examina la fenêtre. Elle était sûre de l'avoir fermée avant de coucher son fils. Comment avait-elle pu s'ouvrir? Et surtout, comment un lynx roux avait-il pu s'aventurer si près d'une habitation humaine? Ces animaux étaient connus pour leur timidité et évitaient généralement tout contact avec les humains. La biologiste en elle était fascinée, mais la mère était terrifiée. Elle ferma hermétiquement la fenêtre, vérifia 2 fois le loquet, puis déplaça le berceau de Théo dans sa propre chambre pour le reste de la nuit. Elle ne dormit que d'un œil, se réveillant au moindre bruit, l'image du prédateur observant son enfant gravée dans sa mémoire. Le lendemain matin, Lisa appela immédiatement le bureau local du service des parcs et de la faune. Elle fut mise en relation avec un garde forestier nommé Mike Daniels, un homme dans la cinquantaine avec une expérience considérable dans la gestion de la faune sauvage. « Un lynx dans une chambre d'enfant ?» répéta Mike, l'incrédulité perçant dans sa voix bourrue. « C'est inhabituel, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes sûr que ce n'était pas un chat domestique? Dans la pénombre, il est facile de confondre. Je suis biologiste spécialisé dans les félins sauvages, l'interrompit Lisa, légèrement irritée. Je sais reconnaître un lynx roux quand j'en vois un. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne, puis un soupir. Bien sûr, docteur Moreau, je ne voulais pas remettre en question votre expertise. C'est juste que c'est vraiment un comportement inhabituel pour un lynx. Ils sont généralement très craintifs envers les humains. Je sais, admit Lisa. C'est pourquoi je suis si préoccupé. J'ai un bébé à protéger. Je comprends. Écoutez, je vais passer chez vous cet après-midi pour examiner les lieux. En attendant, gardez toutes les portes et fenêtres bien fermées. Après avoir raccroché, Lisa passa la matinée à sécuriser la maison, vérifiant chaque fenêtre, chaque porte. Elle installa Théo dans son parc au milieu du salon, là où elle pouvait le surveiller constamment tout en travaillant. Malgré sa fatigue, son esprit scientifique était en ébullition. Pourquoi un lynx roux s'approcherait-il d'un bébé humain? Était-ce simplement de la curiosité, ou y avait-il autre chose? Elle se souvint des histoires folkloriques sur les animaux sauvages et les enfants humains, des récits de loups élevant des enfants abandonnés ou de grands félins protégeant des petits d'hommes. Bien sûr, en tant que scientifique, elle savait que ces histoires étaient largement mythiques, mais elles devaient bien avoir une origine quelconque dans la réalité. Le garde forestier arriva peu après-midi, garant son 4x4 vert officiel devant la cabane. Mike Daniels était exactement comme Lisa l'avait imaginé, grand, robuste, avec un visage tanné par le soleil et des yeux qui semblaient constamment scanner l'environnement. Il serra la main de Lisa avec fermeté. « J'ai apporté quelques pièges photographiques », expliqua-t-il en montrant son équipement. « Si votre visiteur revient, nous pourrons au moins l'identifier. » Lisa le conduisit autour de la propriété, lui montrant la fenêtre par laquelle le lynx était entré. Mike examina les alentours avec attention, s'accroupissant par moments pour étudier le sol. « Il y a bien des traces », confirma-t-il, pointant des empreintes à peine visibles dans la terre meuble sous la fenêtre. « Définitivement un lynx roux et un assez gros spécimen d'après la taille des empreintes. » Il se redressa, frottant pensivement sa barbe grisonnante. « Vous avez mentionné que vous étudiez ces animaux. Avez-vous des appâts ou de la nourriture qui pourrait les attirer ?» Lisa secoua la tête. « Non, je n'utilise que des pièges photographiques, pas d'appât, et je garde toutes mes poubelles bien fermées. » Mike hocha la tête, puis regarda vers la forêt qui s'étendait derrière la maison. Il y a eu quelques signalements inhabituels récemment, des lynx qui s'approchent des habitations, qui semblent moins craintifs qu'ils ne devraient l'être. Nous pensons que cela pourrait être lié à la diminution de leur proie naturelle dans certaines zones,
les poussant à explorer de nouveaux territoires. Mais s'approcher d'un bébé, insista Lisa, ça ne semble pas être simplement une question de recherche de nourriture. Non, admit Mike, c'est déconcertant. Il installa 3 pièges photographiques autour de la maison, un près de la fenêtre de la chambre de Théo, un autre couvrant l'arrière de la propriété et le dernier orienté vers le chemin menant à la forêt. Chaque appareil était équipé de capteurs de mouvement et de vision nocturne. Ces caméras nous enverront des alertes en temps réel si elles détectent un mouvement, expliqua-t-il. Je vous ai ajouté à la liste de diffusion, donc vous recevrez les mêmes notifications que moi. Avant de partir, Mike hésita, comme s'il voulait ajouter quelque chose. Docteur Moreau, je sais que vous êtes scientifique et que vous avez l'habitude d'observer plutôt que d'interférer, mais si ce lynx revient et que vous vous sentez menacé, n'hésitez pas à appeler immédiatement. Votre sécurité et celle de votre fils passent avant tout. Lisa acquiesça, reconnaissante de son sérieux. Merci Mike, je le ferai. Cette nuit-là, Lisa décida de garder Théo dans sa chambre. Elle installa le berceau près de son lit et plaça stratégiquement le moniteur pour bébé de manière à pouvoir surveiller à la fois son fils et la fenêtre. Elle avait également improvisé une alarme rudimentaire en plaçant des petites clochettes sur le rebord de la fenêtre qui tinteraient si quelqu'un ou quelque chose tentait de l'ouvrir. Malgré sa fatigue, elle avait du mal à s'endormir. Son esprit oscillait entre la peur instinctive de mère et la curiosité scientifique. Si le lynx revenait, que ferait-elle? L'effaroucherait-elle immédiatement ou prendrait-elle le risque d'observer son comportement? Tant de questions tourbillonnaient dans sa tête, mais aucune réponse claire ne se dessinait. Finalement, le sommeil la gagna, mais il fut agité et peu reposant. Des rêves troublants de félins sauvages et d'enfants vulnérables peuplèrent sa nuit, la laissant épuisée au réveil. Le matin suivant, Lisa fut réveillée par les gazouillis joyeux de Théo. Le bébé, apparemment indifférent au drame de la veille, agitait ses petits poings dans l'air, un sourire édenté illuminant son visage. Malgré sa nuit agitée, Lisa ne put s'empêcher de sourire en retour. Elle le prit dans ses bras, savourant la chaleur de son petit corps contre le sien. « Bonjour, mon cœur », murmura-t-elle, embrassant son front doux. « Tu as bien dormi, toi, au moins. » Tout en préparant le biberon de Théo, Lisa consulta son téléphone. Aucune notification des caméras installées par Mike. Le lynx n'était pas revenu. Elle ressentit un mélange de soulagement et, curieusement, de déception. Une partie d'elle, la scientifique, aurait voulu revoir l'animal pour l'étudier. L'autre partie, la mère, était simplement reconnaissante que la nuit se soit écoulée sans incident. Après avoir nourri Théo, Lisa l'installa dans son transat et commença sa routine matinale. Elle ouvrit son ordinateur portable pour vérifier ses courriels. Parmi les messages habituels, l'un attira particulièrement son attention. Il provenait d'un ancien collègue de l'université, le docteur Marcus Jensen, qui répondait à un message qu'elle lui avait envoyé la veille concernant l'incident du lynx. « Comportement fascinant », écrivait Marcus. « Cela me rappelle cette étude au Kenya où des lionnes ont été observées adoptant des bébés antilopes. Phénomène rare mais documenté. Pourrais-tu installer une caméra dans la chambre? Les données pourraient être inestimables. » Lisa fronça les sourcils. L'idée d'utiliser son propre fils comme sujet d'étude lui semblait déplacée, voire éthiquement douteuse. Elle ferma l'email sans y répondre, mais les mots de Marcus résonnaient dans son esprit. Y avait-il une explication scientifique à ce comportement inhabituel? Son téléphone vibra, la tirant de ses pensées. C'était Mike. « Bonjour, docteur Moreau. Juste pour vous informer que je suis en patrouille dans votre secteur aujourd'hui. Je passerai vérifier les caméras en fin d'après-midi, si cela vous convient. » Lisa répondit par l'affirmative, rassurée par cette présence régulière. Elle décida ensuite de consacrer la journée à un travail qu'elle avait reporté depuis des semaines, trier et analyser les images de ses propres pièges photographiques installés dans la forêt.
Si le lynx qui avait visité Théo était un résident local, peut-être l'avait-elle déjà capturé sur une de ses caméras. Installant Théo pour sa sieste matinale dans le parc du salon, bien en vue, Lisa se plongea dans ses données. Image après image, elle étudia les lynx qui avaient traversé son champ d'études. Il y en avait plusieurs. Une femelle avec 2 petits, photographiés près d'un ruisseau, un mâle solitaire au pelage particulièrement roux, et un autre individu plus âgé, reconnaissable à une cicatrice sur l'oreille droite. C'est ce dernier qui retint son attention. Il avait été photographié plusieurs fois, et toujours plus près de la limite de la forêt et des habitations que les autres. Lisa zooma sur son visage, étudiant ses traits. Était-ce le même qui avait rendu visite à Théo? Il était difficile d'en être certaine à partir des images en noir et blanc de ses pièges photographiques. Soudain, une notification apparut sur son téléphone. C'était une alerte de l'une des caméras installées par Mike, celle qui surveillait le sentier menant à la forêt. Lisa ouvrit l'image, le cœur battant. Un lynx roux se tenait là, immobile, regardant directement vers la caméra. C'était le milieu de la journée, un moment où ces animaux normalement nocturnes étaient censés se reposer dans leur tanière, et cette cicatrice sur l'oreille droite, c'était le même individu qu'elle avait identifié dans ses propres images. La coïncidence était trop grande pour être ignorée. Lisa envoya immédiatement l'image à Mike, puis se leva pour vérifier que toutes les portes et fenêtres étaient bien fermées. Théo dormait paisiblement, inconscient du tumulte dans l'esprit de sa mère. Pourquoi ce lynx s'intéressait-il tant à leur maison, à son bébé? Le téléphone de Lisa sonna. C'était Mike. « J'ai vu l'image, » dit-il sans préambule. « Je suis à environ 20 minutes de chez vous. Vous êtes en sécurité? »« Oui, tout est fermé, » le rassura Lisa. « Et Théo est avec moi dans le salon. »« Bien. Ne sortez pas avant mon arrivée. » Lisa raccrocha, puis retourna à son ordinateur pour examiner plus attentivement les images du lynx à la cicatrice. En parcourant l'historique, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Sur plusieurs clichés, le lynx semblait transporter quelque chose dans sa gueule. En zoomant, elle distingua ce qui ressemblait à un petit corps inerte, un lapin, peut-être, ou un écureuil. Mais sur l'image la plus récente, datant de 3 jours plus tôt, le lynx était accompagné d'un petit. Lisa zooma davantage, scrutant l'image floue. Le chaton semblait chétif, beaucoup plus petit que la normale pour son âge estimé. Une théorie commença à se former dans l'esprit de Lisa. Se pourrait-il que... Ses réflexions furent interrompues par le bruit d'un véhicule approchant. À travers la fenêtre, elle vit le 4x4 de Mike se garer devant la maison. Soulagée, elle alla ouvrir la porte. Le garde forestier entra, son expression sérieuse. « Il est toujours dans les parages », annonça-t-il. « J'ai vu des traces fraîches sur le sentier. » Lisa lui montra les images qu'elle avait découvertes, lui expliquant sa théorie émergente. « Vous pensez que ce lynx a perdu ses petits, sauf un, et que ce dernier est malade ou affaibli ?» résuma Mike, sceptique. « Et que, d'une manière ou d'une autre, cela le pousse à s'intéresser à votre fils ?»« Je sais que ça semble farfelu, » admit Lisa, mais les félins ont un instinct maternel incroyablement fort, et si celui-ci a associé les pleurs de Théo à ceux d'un chaton en détresse? Mike se frotta le menton, pensif. J'ai entendu des histoires similaires. Un collègue à Yellowstone m'a parlé d'une ours qui s'approchait régulièrement d'une cabane où vivait un nouveau-né. Ils ont finalement découvert que l'ours avait perdu ses propres petits quelques semaines plus tôt. Qu'ont-ils fait? Demanda Lisa, anxieuse. Ils ont dû la déplacer, répondit Mike avec un soupir. Trop risqué de la laisser près des humains, même si ses intentions n'étaient peut-être pas agressives. Lisa sentit un pincement au cœur. En tant que biologiste dédié à la conservation, l'idée de déplacer un animal de son territoire lui déplaisait. Mais en tant que mère, la sécurité de Théo passait avant tout. Et si on essayait d'abord de comprendre, suggéra-t-elle,
Je pourrais installer des caméras supplémentaires, étudier son comportement. » Mike la regarda avec un mélange de respect et d'inquiétude. « Docteur Moreau, je comprends votre intérêt scientifique, mais nous parlons d'un prédateur sauvage qui s'approche de votre enfant. »« Je sais, » répondit Lisa doucement. « Mais si mes soupçons sont corrects, ce lynx n'est pas une menace. Il est confus, en deuil peut-être. » Les pleurs de Théo interrompirent leur conversation. Le bébé s'était réveillé et réclamait l'attention de sa mère. Lisa le prit dans ses bras, le berçant doucement. Mike observa la scène, son expression s'adoucissant. « D'accord, céda-t-il finalement. On va surveiller la situation pendant quelques jours. Mais je veux que vous me promettiez 2 choses. Premièrement, vous gardez toutes les entrées sécurisées en tout temps. Deuxièmement, vous m'appelez immédiatement si le lynx s'approche à nouveau de la maison. » Lisa acquiesça, reconnaissante. « Promis. » Après le départ de Mike, Lisa installa Théo dans son porte-bébé et s'aventura prudemment sur la terrasse arrière. Le soleil de l'après-midi baignait la forêt d'une lumière dorée, créant un tableau paisible qui contrastait avec l'agitation des dernières 24 heures. « Tu vois ça, mon cœur ?» murmura-t-elle à Théo qui gazouillait joyeusement contre sa poitrine. « C'est notre maison. Et quelque part là-bas, il y a un lynx qui semble très curieux à ton sujet. » Comme en réponse à ces paroles, son téléphone vibra avec une nouvelle alerte. Cette fois, c'était la caméra près de la fenêtre de la chambre de Théo qui avait été déclenchée. Lisa ouvrit l'image, s'attendant presque à voir le lynx. Mais ce n'était pas un lynx adulte. C'était un chaton, le même qu'elle avait vu sur les images précédentes. Petit, maigre, son pelage tacheté terne comparé à celui d'un lynx en bonne santé. Il se tenait maladroitement sur le rebord de la fenêtre, reniflant l'air comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Lisa resta figée, partagée entre l'émerveillement scientifique et l'instinct protecteur. Ce petit être semblait si vulnérable, si loin de l'image du prédateur dangereux que tout le monde craignait. Et pourtant, c'était un animal sauvage, imprévisible par nature. Alors qu'elle contemplait cette situation extraordinaire, une ombre apparut derrière le chaton. Le lynx adulte à la cicatrice était revenu, observant silencieusement depuis la lisière des arbres. Ses yeux jaunes, visibles même à cette distance, semblaient fixer Lisa et Théo avec une intensité déconcertante. Pendant un moment qui sembla s'étirer à l'infini, humains et félins s'observèrent mutuellement, séparés par quelques dizaines de mètres mais unis par une étrange connexion que Lisa ne pouvait ni expliquer ni nier. Puis, aussi silencieusement qu'ils étaient apparus, le lynx et son chaton se fondirent dans l'ombre de la forêt, laissant Lisa avec plus de questions que de réponses. Cette nuit-là, Lisa ne put trouver le sommeil. Son esprit tournait en boucle, revivant la scène extraordinaire qu'elle avait observée. Un lynx sauvage et son chaton malade, s'approchant d'une habitation humaine, semblant s'intéresser spécifiquement à son bébé. C'était sans précédent, du moins dans la littérature scientifique qu'elle connaissait. Assise à son bureau, éclairée uniquement par la lueur bleuâtre de son ordinateur portable, Lisa parcourait frénétiquement des articles académiques, cherchant des cas similaires. Il y avait bien quelques anecdotes éparses. Un tigre qui avait adopté un faon orphelin dans un zoo indien, une lionne qui avait épargné un bébé antilope après avoir tué sa mère. Mais rien sur des félins sauvages s'intéressant spécifiquement à des bébés humains, hormis des légendes folkloriques dont la valeur scientifique était discutable. Vers 3 heures du matin, alors que Lisa commençait enfin à somnoler devant son écran, son téléphone vibra. Une nouvelle alerte. La caméra de la fenêtre de la chambre de Théo avait détecté un mouvement. Soudain parfaitement réveillée, Lisa ouvrit l'image. Le lynx était là, seul cette fois, assis patiemment sur le rebord de la fenêtre comme s'il attendait une invitation à entrer. Lisa hésita, son doigt planant au-dessus du numéro de Mike.
Elle lui avait promis d'appeler si le lynx revenait. Mais une partie d'elle, la scientifique, la curieuse, voulait observer ce comportement fascinant sans interruption. Prenant une décision impulsive, Lisa se leva et se dirigea silencieusement vers la chambre de Théo, vide depuis qu'elle avait déplacé son berceau dans sa propre chambre. S'approchant de la fenêtre avec précaution, elle put voir le lynx, à peine visible dans l'obscurité, si ce n'était pour le reflet occasionnel de ses yeux dans la faible lumière. À sa grande surprise, l'animal ne s'enfuit pas à son approche. Il resta immobile, la fixant à travers la vitre avec un calme déconcertant. C'était comme s'il l'évaluait, cherchant à déterminer ses intentions. « Qu'est-ce que tu veux ?» murmura Lisa, sachant pertinemment que le félin ne pouvait comprendre ses paroles, mais ressentant néanmoins le besoin de communiquer. « Pourquoi t'intéresses-tu tant à mon fils ?» Comme en réponse, le lynx émit un son doux, presque un miaulement, très différent du grognement ou du feulement qu'on aurait pu attendre d'un prédateur sauvage. Puis, lentement, il se leva et s'étira, avant de sauter gracieusement du rebord et de disparaître dans la nuit. Lisa resta à la fenêtre un long moment, scrutant l'obscurité, avant de retourner à sa chambre, où Théo dormait paisiblement. Elle s'allongea à côté du berceau, observant la respiration régulière de son fils, se demandant quel lien mystérieux pouvait exister entre ce petit être humain et le félin sauvage qui semblait si déterminé à le rencontrer. Le lendemain matin, Lisa appela Marcus Jensen, son ancien collègue. Si quelqu'un pouvait l'aider à comprendre ce phénomène inhabituel, c'était bien lui. Spécialisé dans la cognition animale et le comportement social des prédateurs, Marcus avait passé des années à étudier les interactions interespèces. « C'est absolument fascinant », s'exclama-t-il, après que Lisa lui eut raconté les derniers développements. « Tu as toutes les images, j'imagine ?»« Oui, des deux lynx, l'adulte et le chaton. »« Et tu dis que le petit semble malade ?» Lisa confirma, décrivant l'apparence chétive du chaton et son comportement léthargique. « Il y a peut-être une explication », suggéra Marcus après un moment de réflexion. Les félins ont un système auditif extrêmement développé, capable de détecter des fréquences que nous ne percevons pas. Il est possible que les pleurs de ton fils résonnent à une fréquence similaire à celle des vocalisations de détresse d'un chaton de lynx. « Tu penses que la mère confond Théo avec un de ses petits ?» demanda Lisa, sceptique mais intriguée. « Pas exactement confondre, mais associer. Si elle a perdu des petits récemment, comme tu le soupçonnes, et qu'un seul a survécu mais est malade, elle pourrait être dans un état de stress intense, d'hypervigilance maternelle. Les pleurs de ton fils pourraient déclencher une réponse instinctive. » Lisa médita cette théorie, trouvant qu'elle avait un certain sens, mais elle soulevait aussi d'autres questions, plus troublantes. « Marcus, si c'est vrai, que dois-je faire? Je ne peux pas laisser un lynx sauvage s'approcher de mon bébé, même si ses intentions ne sont pas agressives. »« Non, bien sûr que non, » concéda Marcus. « Mais c'est une opportunité d'étude incroyable. Si tu pouvais documenter ce comportement, ce serait une contribution majeure à notre compréhension de la cognition des félins. » Lisa raccrocha peu après, plus confuse qu'éclairée. Marcus lui avait conseillé de continuer à observer et documenter, tout en maintenant des mesures de sécurité strictes. Mais il n'avait pas réellement répondu à sa question la plus pressante. Que faire face à cette situation sans précédent? Décidant qu'elle avait besoin de voir les choses plus clairement, Lisa installa Théo dans sa poussette tout-terrain et s'aventura sur un des sentiers balisés qui traversèrent la forêt. L'air frais et l'exercice l'aideraient peut-être à réfléchir plus lucidement. Théo, pour sa part, semblait ravi de cette excursion, gazouillant joyeusement à chaque nouvelle découverte. Une feuille qui tombait, un oiseau qui s'envolait, un rayon de soleil qui perçait à travers les branches. Ils avaient parcouru environ 1 kilomètre lorsque Lisa s'arrêta brusquement. À quelques mètres devant eux, au milieu du sentier, se tenait le lynx.
C'était la première fois qu'elle le voyait en plein jour, et l'impact était saisissant. Plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, son pelage tacheté brillait sous la lumière du soleil, et ses yeux dorés fixaient intensément la poussette où se trouvait Théo. L'instinct maternel de Lisa prit immédiatement le dessus. Elle se plaça devant la poussette, faisant face au prédateur, cherchant frénétiquement dans son sac la bombe anti-ours qu'elle emportait toujours en randonnée. Mais le lynx ne montrait aucun signe d'agressivité. Il se tenait simplement là, observant, sa queue touffue balayant lentement l'air derrière lui. « Va-t'en » ordonna Lisa d'une voix ferme mais contrôlée, sachant que la panique ne ferait qu'aggraver la situation. Le lynx pencha légèrement la tête, comme s'il essayait de comprendre ses paroles. Puis, à la surprise de Lisa, il s'assit, posant ses pattes avant devant lui dans une posture presque domestique. C'est alors que Lisa remarqua quelque chose d'étrange. Le chaton malade était là aussi, à moitié caché derrière sa mère, visiblement faible et instable sur ses pattes. Mais ce n'était pas tout. Sur le flanc du petit, Lisa pouvait maintenant voir clairement ce qui semblait être une blessure infectée, une lacération profonde qui avait dû être causée par un autre prédateur ou peut-être un piège. La biologiste en elle prit le relais, analysant rapidement la situation. Le chaton était gravement malade, probablement en train de mourir d'une infection. La mère, désespérée, avait peut-être associé les sons émis par Théo à ceux d'un chaton en bonne santé, et dans son désespoir maternel, cherchait... Quoi? De l'aide? C'était ridicule et pourtant... Théo commença à s'agiter dans sa poussette, émettant de petits bruits de mécontentement qui se transformèrent bientôt en pleurs. L'effet sur les lynx fut immédiat et stupéfiant. Le chaton malade leva la tête, ses oreilles pointant vers l'avant, tandis que la mère se levait et faisait un pas hésitant en direction de la poussette. Lisa resta figée, déchirée entre la peur et la fascination. Contre toute logique, contre tous ses instincts de protection maternelle, une partie d'elle voulait laisser cette scène extraordinaire se dérouler, voir ce que le lynx ferait ensuite. Mais la raison l'emporta. Elle sortit son téléphone et composa rapidement le numéro de Mike. « Mike, c'est Lisa Moreau. Je suis sur le sentier Blue Ridge avec mon fils, à environ 1 kilomètre du point de départ. Les lynx sont ici, juste devant nous. »« Ne bougez pas, » répondit Mike, sa voix tendue par l'inquiétude. « Je suis en route. Essayez de reculer lentement si vous pouvez le faire en sécurité. » Lisa rangea son téléphone et commença à reculer doucement, tirant la poussette vers elle. Les lynx les suivirent, maintenant une distance constante d'environ 5 mètres. Ce n'était pas une poursuite, réalisa Lisa. C'était une escorte, une approche. Elle n'avait pas les mots pour décrire ce comportement inédit. Théo continuait à pleurer, et Lisa hésitait à le prendre dans ses bras, craignant que cela ne provoque une réaction des félins. Mais alors que les pleurs s'intensifiaient, elle vit que le chaton malade semblait répondre, émettant de faibles miaulements comme en écho aux cris de son fils. C'était comme si les deux bébés, humains et félins, communiquaient dans un langage que seuls eux pouvaient comprendre. Le bruit d'un moteur rompit le silence étrange qui s'était installé dans la forêt. Mike arrivait sur son quad de service, s'arrêtant à quelques mètres de Lisa et Théo. À la vue du véhicule et de l'homme qui en descendait, le lynx adulte se tendit, mais ne s'enfuit pas comme l'aurait fait normalement un animal sauvage. Au lieu de cela, elle resta positionnée entre les humains et son chaton malade, ses muscles visiblement tendus, prête à bondir si nécessaire. « Ne faites aucun mouvement brusque », murmura Mike en s'approchant lentement de Lisa et Théo. Ses yeux ne quittaient pas les félins. En 30 ans de service, je n'ai jamais vu un lynx se comporter ainsi. Lisa acquiesça silencieusement, berçant Théo qui s'était enfin calmé. « Le chaton est blessé, » chuchota-t-elle. « Regarde son flanc. C'est infecté. » Mike plissa les yeux pour mieux voir. « Tu as raison. Ça ne semble pas bon du tout. »
Il sortit doucement son téléphone et prit quelques photos à distance. « Je vais appeler le vétérinaire du service des parcs. Il nous faudrait l'attraper pour le soigner. Mais avec la mère, elle ne le laissera pas. » acheva Lisa. « Pas sans se battre. » C'était un dilemme classique dans la gestion de la faune sauvage. Intervenir pour sauver un animal blessé, au risque de perturber l'ordre naturel, ou laisser la nature suivre son cours, même si cela signifiait la mort certaine d'une créature innocente. En temps normal, Lisa aurait penché pour la non-intervention. La mort faisait partie du cycle naturel après tout. Mais quelque chose dans cette situation particulière, dans le comportement extraordinaire de cette mère lynx, semblait appeler une réponse différente. « Et si… » commença Lisa, son esprit scientifique cherchant une solution. « Et si nous utilisions Théo ?»« Pardon ?» Mike la regarda comme si elle venait de suggérer de jeter son bébé au félin. « Pas directement », précisa-t-elle rapidement. « Mais cette lynx semble associer les pleurs de Théo à ceux d'un chaton en bonne santé. Elle cherche peut-être de l'aide pour son petit. Nous pourrions utiliser un enregistrement des pleurs de Théo pour l'attirer vers un lieu sûr, où nous pourrions tranquilliser la mère et soigner le chaton. » Mike considéra cette idée, manifestement partagée. C'est risqué et franchement peu orthodoxe. Mais ça pourrait fonctionner, insista Lisa. Et ce serait une occasion unique d'étudier ce comportement inhabituel. Après un moment de réflexion, Mike hocha la tête avec réticence. « Je vais en parler au docteur Collins, notre vétérinaire. C'est lui qui prendra la décision finale. » Ils reculèrent lentement, Lisa poussant la poussette de Théo, tandis que Mike les suivait, gardant un œil vigilant sur les lynx. À leur grande surprise, les félins les suivirent à distance, comme s'ils ne voulaient pas les perdre de vue. « Ils nous escortent jusqu'à la maison, » murmura Lisa, incrédule. « Ou ils nous traquent, » répliqua Mike, moins enthousiaste. De retour à la cabane, ils entrèrent rapidement, fermant la porte derrière eux. Par la fenêtre, ils pouvaient voir les deux lynx qui s'étaient installés à la lisière de la forêt, observant la maison. Mike passa plusieurs appels téléphoniques, d'abord au docteur Collins, puis à ses supérieurs pour expliquer la situation et obtenir les autorisations nécessaires. Lisa s'occupa de Théo, le nourrissant et le changeant, tout en jetant régulièrement des coups d'œil par la fenêtre pour s'assurer que les lynx étaient toujours là. Le docteur « Collins arrive dans 2 heures », annonça finalement Mike. « Il est intrigué par ton idée, mais prudent. Il amène l'équipement de capture et de soins. » En attendant l'arrivée du vétérinaire, Lisa s'installa devant son ordinateur et commença à documenter méticuleusement tout ce qu'elle avait observé, de la première apparition du lynx à la fenêtre de Théo jusqu'à leur rencontre dans la forêt. Elle ouvrit également un nouveau fichier et y téléchargea toutes les images capturées par les caméras, créant une chronologie visuelle de cette interaction inhabituelle. « Tu réalises que c'est potentiellement révolutionnaire, n'est-ce pas ?» dit-elle à Mike, qui préparait du café dans la cuisine. « Si nous pouvons prouver que cette lynx cherche délibérément de l'aide auprès des humains pour son petit malade, cela remettrait en question tout ce que nous croyons savoir sur la cognition des félins sauvages. » Mike lui lança un regard mi-amusé, mi-préoccupé. « Tu sais que la plupart des gens, face à un prédateur qui s'intéresse à leur bébé, ne penseraient pas « opportunité de recherche » Lisa sourit faiblement. « Je n'ai jamais prétendu être comme la plupart des gens. » « Non, en effet. » Mike secoua la tête avec un petit rire. « C'est ce qui fait de toi une excellente biologiste, j'imagine. » Le docteur Collins arriva en début d'après-midi, accompagné d'une assistante et transportant plusieurs caisses d'équipement. C'était un homme d'une 50aine d'années, au visage tanné par le soleil et aux mains calleuses qui témoignaient d'années passées à manipuler des animaux sauvages. Lisa lui exposa sa théorie plus en détail, lui montrant les images et vidéos qu'elle avait rassemblées. « Fascinant », commenta le vétérinaire après avoir tout examiné. « Hautement inhabituel, mais pas impossible. Les félins sont plus intelligents que nous ne le croyons généralement,
et cette femelle semble avoir établi une association entre les sons émis par ton bébé et un potentiel secours pour son petit. « Alors, que faisons-nous » demanda Mike. « Nous allons essayer le plan de Dr Moreau », décida Collins, « mais avec des précautions supplémentaires. Nous installerons une cage de capture à distance sécuritaire de la maison, avec un haut-parleur diffusant les pleurs enregistrés du bébé. Si la lynx s'approche avec son petit, nous pourrons les tranquilliser tous les deux et examiner le chaton. » Les préparatifs prirent presque 2 heures. Lisa enregistra plusieurs séquences des pleurs de Théo, que Collins transféra sur un appareil spécial conçu pour diffuser des sons à distance. Mike et l'assistante, pendant ce temps, installèrent la cage de capture dans une petite clairière à environ 100 mètres de la maison. Lorsque tout fut prêt, ils se rassemblèrent dans le salon de Lisa, observant par la fenêtre. Collins activa l'appareil via une télécommande et les pleurs de Théo résonnèrent faiblement dans la forêt. « Maintenant, nous attendons », dit-il simplement. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Moins de 10 minutes plus tard, le lynx émergea de la forêt, son chaton boitant faiblement derrière elle. Ils s'approchèrent prudemment de la source du son, le chaton semblant répondre aux pleurs enregistrés par de faibles miaulements. « C'est incroyable », murmura l'assistante de Collins, filmant toute la scène avec une caméra professionnelle. Elle répond vraiment aux pleurs du bébé. Lisa sentit un frisson d'excitation scientifique, mêlé d'une étrange émotion qu'elle ne pouvait nommer. Voir cette mère désespérée chercher de l'aide pour son petit mourant touchait une corde sensible en elle, réveillant son propre instinct maternel. Lorsque les lynx s'approchèrent suffisamment de la cage, Collins pressa un autre bouton sur sa télécommande. 2 fléchettes tranquillisantes, tirées par des dispositifs camouflés dans les buissons environnants, atteignirent leur cible avec précision. La mère lynx sursauta, puis tituba quelques instants avant de s'effondrer doucement sur le sol. Le chaton, trop faible pour fuir, se blottit contre sa mère inconsciente. « Maintenant !» ordonna Collins, et l'équipe se précipita vers les animaux, transportant le matériel médical nécessaire. Lisa resta en retrait avec Théo, observant depuis la sécurité de sa terrasse. Collins et son assistante travaillaient rapidement et efficacement, d'abord en sécurisant les 2 félins, puis en examinant attentivement le chaton. « La blessure est sévère », annonça Collins après quelques minutes d'examen. Probablement causée par un piège illégal, l'infection s'est propagée. Il va avoir besoin d'antibiotiques puissants et de soins intensifs. « Vous pouvez le sauver ?» demanda Lisa, surprise par l'intensité de son propre espoir. Collins leva les yeux vers elle, son expression grave. « Je ne peux rien promettre. Son état est critique, mais nous allons faire tout ce que nous pouvons. » Tandis que l'équipe préparait les félins pour le transport vers le centre de soins pour la faune sauvage, Théo commença à s'agiter dans les bras de Lisa. Ses petits pleurs attirèrent immédiatement l'attention du chaton, qui, malgré sa faiblesse et la sédation légère qu'il avait reçue, tourna la tête vers la source du son. Un frisson parcourut l'échine de Lisa. C'était comme si les 2 bébés, humains et félins, partageaient une connexion que les adultes ne pouvaient comprendre, un langage primitif transcendant les espèces. Les 2 lynx furent transportés au centre de réhabilitation de la faune sauvage de Pine Creek, une installation modeste mais bien équipée située à la périphérie de la ville. Lisa, incapable de résister à l'impulsion de suivre cette histoire jusqu'au bout, avait décidé de les accompagner, emmenant Théo avec elle. Mike avait proposé de conduire, permettant à Lisa de s'occuper de son fils pendant le trajet. « Tu sais que ce n'est pas un spectacle, n'est-ce pas ?» avait commenté Mike tandis qu'il suivait le véhicule du docteur Collins. « Le chaton est dans un état critique. »« Je sais, » avait répondu Lisa doucement, « mais je me sens responsable d'une certaine façon. » Et c'était vrai. Bien qu'elle n'ait rien fait pour provoquer cette situation extraordinaire, Lisa ressentait un lien inexplicable avec ces félins sauvages,
particulièrement avec la mère lynx qui avait, contre toute attente, semblé lui faire confiance. Le centre était une série de bâtiments bas entourés d'enclos extérieurs de différentes tailles. À leur arrivée, une équipe était déjà prête à recevoir les animaux, alertés par Collins pendant le trajet. Les lynx, toujours sédatés, furent rapidement transférés dans une salle de soins spécialisée. « Vous pouvez attendre dans la salle d'observation », indiqua Collins à Lisa et Mike. « Il y a une vitre qui donne sur la salle de soins. Vous pourrez voir ce qui se passe sans déranger l'équipe médicale. » La salle d'observation était petite mais confortable, avec quelques chaises et une grande fenêtre à sens unique donnant sur la salle de soins intensifs. Lisa s'installa avec Théo sur ses genoux, observant les vétérinaires qui s'affairaient autour du chaton. « Le docteur Collins est l'un des meilleurs », commenta Mike, s'asseyant à côté d'elle. « Si quelqu'un peut sauver ce petit, c'est bien lui. » Lisa hocha la tête, étrangement émue par la scène qui se déroulait devant elle. L'équipe médicale travaillait avec une efficacité silencieuse, nettoyant la plaie infectée du chaton, administrant des antibiotiques et installant une perfusion pour combattre la déshydratation. La mère lynx avait été placée sur une table adjacente, toujours sous sédation, mais surveillée de près par une assistante vétérinaire. « Que vont-ils faire de la mère quand elle se réveillera ?» demanda Lisa. « Elle va paniquer. »« Ils maintiendront probablement une sédation légère », expliqua Mike. « Juste assez pour qu'elle reste calme mais consciente. C'est la procédure standard quand on doit garder un prédateur sauvage en captivité temporaire. » Théo, qui avait été remarquablement calme jusque-là, commença soudain à s'agiter. Ses petits geignements se transformèrent rapidement en pleurs plus insistants. Lisa tenta de le calmer, lui offrant son biberon, vérifiant sa couche, mais rien n'y faisait. Dans la salle de soins, un changement subtil s'opéra. Le chaton, bien que toujours très faible, tourna légèrement la tête vers la vitre, ses petites oreilles dressées comme s'il essayait de localiser la source des pleurs. Plus étonnant encore, la mère lynx, supposée être profondément sédatée, ouvrit soudainement les yeux, son regard se fixant directement sur la vitre derrière laquelle se trouvaient Lisa et Théo. « C'est impossible », murmura Mike. « Elle ne peut pas nous voir à travers cette vitre, et la sédation devrait la maintenir inconsciente encore au moins 1 heure. » Mais l'impossible se produisait sous leurs yeux. La lynx essayait de se relever, ses mouvements maladroits mais déterminés, ses yeux ne quittant pas la direction d'où provenaient les pleurs de Théo. Collins et son équipe remarquèrent immédiatement ce comportement anormal. Ils tentèrent de maîtriser doucement l'animal, mais la lynx émit un miaulement plaintif, presque suppliant, qui figea tout le monde sur place. « Elle répond aux pleurs du bébé », réalisa Collins, regardant vers la vitre. Il pressa un bouton sur le mur, activant un interphone. « Docteur Moreau, votre fils pleure-t-il ?»« Oui », confirma Lisa, sa voix tremblante d'excitation et d'appréhension. « Il est agité depuis quelques minutes. » Collins échangea un regard avec son équipe, puis prit une décision qui allait à l'encontre de tous les protocoles standards. « Pourriez-vous amener votre fils dans la salle de soins ? Sous surveillance stricte, bien entendu. Je veux voir comment les lynx réagissent à sa présence directe. » Mike se leva d'un bond. « C'est de la folie. Vous ne pouvez pas exposer un bébé à des prédateurs sauvages, même sédatés. » Collins leva une main apaisante. « La mère est attachée en toute sécurité et sous sédation partielle. Le chaton est trop faible pour représenter une menace. Nous serons tous présents pour intervenir au moindre signe de danger. Mais ce que nous observons ici est sans précédent et pourrait être crucial pour comprendre ce comportement extraordinaire. » Lisa regardait alternativement son fils en pleurs et les lynx dans la salle de soins. Son instinct maternel lui criait de protéger Théo à tout prix, de refuser cette demande absurde. Mais la scientifique en elle reconnaissait l'opportunité unique qui se présentait. « Je viendrai », décida-t-elle finalement. Mais au premier signe d'agitation excessive de la part de la lynx, nous sortons immédiatement.
Mike secouait la tête, clairement en désaccord, mais il savait qu'il ne pouvait pas empêcher Lisa de prendre cette décision. « Je viens avec vous, » dit-il fermement, « et je garde mon tranquillisant à portée de main. » Ils entrèrent dans la salle de soins par une porte latérale, Lisa tenant Théo serré contre elle. L'équipe médicale s'écarta légèrement, créant un espace autour des tables où se trouvaient les félins. Collins fit signe à Lisa de s'approcher lentement. « Pas trop près, » avertit-il. « Restez à au moins 2 mètres de distance. » Théo pleurait toujours, mais ses cris semblaient changer de tonalité à mesure qu'il s'approchait des lynx, devenant presque interrogatifs. La réaction des félins fut immédiate et stupéfiante. La mère lynx se calma instantanément, cessant de lutter contre ses entraves, ses yeux fixés non pas sur Lisa, mais directement sur Théo. Le chaton, de son côté, émit un faible miaulement qui semblait presque répondre aux pleurs du bébé. « Incroyable », murmura Collins, enregistrant toute la scène avec une petite caméra. « On dirait qu'ils communiquent. » Lisa sentit une vague d'émotion la submerger. C'était comme si elle assistait à quelque chose de profondément primitif et pourtant transcendant, une connexion interespèce qui défiait toute explication rationnelle. Puis, à la surprise générale, Théo cessa de pleurer. Il fixait les lynx avec une intensité inhabituelle pour un bébé de 6 mois, ses grands yeux bleus grands ouverts, curieux plutôt qu'effrayés. La mère lynx, elle aussi, s'était complètement détendue, sa posture passant de l'alerte défensive à une sorte d'acceptation calme. « Je n'ai jamais rien vu de tel », chuchota l'assistante de Collins, exprimant à voix haute ce que tous pensaient. « Moi non plus », admit Collins. « Si je ne le voyais pas de mes propres yeux, je ne le croirais pas. » Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, dans un tableau improbable. Une mère humaine et son bébé, face à une mère lynx et son chaton, séparés par quelques mètres d'espace physique, mais connectés par quelque chose que personne dans la pièce ne pouvait pleinement comprendre. Finalement, Collins fit signe à Lisa de reculer doucement. « C'est suffisant pour l'instant. Nous avons un chaton à soigner et la mère a besoin de repos. » Lisa acquiesça, s'éloignant à contre-cœur. Théo, comme s'il comprenait ce qui se passait, émit un petit gazouillement qui sembla presque être un au revoir. De retour dans la salle d'observation, Lisa se sentait ébranlée, comme si elle venait d'être témoin de quelque chose qui dépassait sa compréhension scientifique du monde. « Ce que nous venons de voir, » dit-elle doucement à Mike, « c'est soit la coïncidence la plus extraordinaire, soit... »« Soit quoi ?» demanda Mike, encore visiblement tendu par l'expérience. « Soit la preuve que nous sous-estimons gravement la complexité cognitive et émotionnelle des animaux sauvages, » acheva Lisa. « Cette lynx n'agit pas simplement par instinct. Elle fait preuve d'une forme d'intelligence, d'adaptation et peut-être même d'espoir. » Les jours suivants s'écoulèrent dans un flou d'activité frénétique. Le cas du lynx et de son chaton avait rapidement dépassé les frontières du petit centre de réhabilitation de Pine Creek. Des chercheurs de plusieurs universités avaient contacté le Dr Collins, demandant des informations, proposant leur expertise. Une équipe de documentaristes de la chaîne Nature Geographic avait même fait le déplacement, attiré par les rumeurs d'une connexion inhabituelle entre un bébé humain et des félins sauvages. Lisa, initialement réticente à l'idée de médiatiser cette histoire, avait finalement accepté de collaborer, à condition que tout soit fait dans le respect des animaux et de leur rétablissement. Elle avait également insisté pour que Théo reste en grande partie à l'écart des caméras, refusant que son fils devienne une attraction médiatique avant même de savoir marcher. Quant au chaton lynx, que l'équipe avait officieusement nommé Echo en raison de sa tendance à répondre aux sons émis par Théo, son état s'améliorait lentement. La blessure infectée avait nécessité 2 interventions chirurgicales, mais les antibiotiques commençaient enfin à faire effet. Il était encore faible, mais les vétérinaires étaient prudemment optimistes. La mère lynx, que Lisa appelait maintenant Sierra dans ses notes, en référence aux montagnes où elle avait été trouvée,
s'était révélée être une patiente remarquablement coopérative. Contrairement à la plupart des prédateurs sauvages en captivité, elle ne montrait aucun signe d'agressivité envers les humains qui s'occupaient d'elle et de son petit. Elle restait alerte, observant tout ce qui se passait autour d'elle avec une intelligence pénétrante, mais semblait avoir accepté que ces étranges bipèdes étaient, pour l'instant du moins, des alliés plutôt que des menaces. Ce matin-là, alors que Lisa arrivait au centre avec Théo, elle fut accueillie par un Collins visiblement excité. « Echo a mangé tout seul pour la première fois », annonça-t-il dès qu'elle franchit la porte. « C'est un signe extrêmement encourageant. » Lisa sourit, sincèrement heureuse de cette nouvelle. Au cours de la semaine écoulée, elle s'était attachée à ses félins d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible pour une scientifique censée maintenir une distance professionnelle avec ses sujets d'étude. « Sierra aussi s'alimente normalement ?» demanda-t-elle, déposant le cosy de Théo sur une chaise. « Comme une championne », confirma Collins. « Elle a un appétit impressionnant pour un animal en captivité. Généralement, les félins sauvages refusent de se nourrir pendant les premiers jours, voire semaines. » Lisa hocha la tête, réfléchissant à cette anomalie supplémentaire. Sierra défiait toutes les attentes, tous les modèles comportementaux établis pour sa espèce. Était-ce uniquement dû à son désir de voir son petit guérir? Ou y avait-il quelque chose de plus profond à l'œuvre ici? Les documentaristes seront là dans 1 heure, rappela Collins, interrompant ses réflexions. Ils veulent filmer une séance d'interaction contrôlée entre Théo et les lynx. Es-tu toujours d'accord? Lisa hésita. Depuis cette première rencontre dans la salle de soins, Théo avait été amené près des lynx à plusieurs reprises, toujours sous stricte surveillance. Chaque fois, le même phénomène étrange s'était produit. Une communication silencieuse, presque télépathique, semblait s'établir entre son fils et les félins. Théo, habituellement un bébé assez agité, devenait remarquablement calme en leur présence. Echo, de son côté, semblait puiser une force nouvelle dans ses interactions, son rétablissement s'accélérant visiblement après chaque visite. « D'accord », acquiesça-t-elle finalement. « Mais comme convenu, pas de gros plan sur le visage de Théo, et j'ai un droit de regard sur le montage final. » Collins la rassura d'un geste. « Bien sûr, tout sera fait selon tes conditions. » Pendant que Théo faisait sa sieste matinale, Lisa profita de ce moment de calme pour mettre à jour son journal de recherche personnelle. Ce qu'elle observait depuis 1 semaine dépassait le cadre de toute étude scientifique conventionnelle sur le comportement animal, et elle tenait à documenter chaque détail, chaque nuance, pour une analyse ultérieure plus approfondie. « Jour 8, post-capture », écrivit-elle. Sierra continue de montrer un comportement exceptionnel de coopération. Accepte la présence humaine sans signe de stress ou d'agressivité. Interaction avec Théo toujours positive. Echo présente des signes d'amélioration significatifs. Première alimentation autonome ce matin, plaie en bonne voie de guérison, réactivité accrue. Hypothèse 1. Niveau d'intelligence, adaptation supérieure à la moyenne pour l'espèce. 2. Lien particulier avec les sons émis par les nourrissons humains. 3. Expérience antérieure positive avec les humains. Cette dernière semble peu probable étant donné l'isolement de leur territoire. Elle s'interrompit, se rendant compte que ses notes devenaient de plus en plus personnelles, s'éloignant du style détaché et objectif qu'elle s'était toujours efforcée de maintenir dans ses travaux académiques. Mais comment rester objective face à une telle situation? Comment ne pas être émue par cette mère désespérée qui avait bravé sa peur instinctive des humains pour chercher de l'aide pour son petit mourant? L'équipe de documentaristes arriva peu après midi, composée d'un réalisateur, d'un caméraman et d'une productrice. Tous 3 avaient une grande expérience des documentaires animaliers et semblaient comprendre l'importance de l'approche non invasive que Lisa avait exigée. « Nous ne sommes pas là pour sensationnaliser », assura la productrice, une femme d'une 40aine d'années nommée Claire. « Nous voulons documenter ce comportement fascinant mais avec respect et rigueur scientifique. »
La salle d'observation avait été légèrement réaménagée pour l'occasion. Un espace confortable avait été créé au centre où Lisa pourrait s'asseoir avec Théo. Les lynx, maintenant suffisamment rétablis pour être déplacés, seraient amenés dans une zone adjacente, séparés par une barrière en plexiglas plutôt que par la vitre à sens unique habituelle. Ainsi, les animaux pourraient voir et entendre Théo directement. « Nous allons d'abord filmer Sierra et Echo seuls », expliqua le réalisateur. « Puis nous ferons entrer Lisa et Théo et nous documenterons leurs réactions. Tout se passera exactement comme lors de vos précédentes interactions, sauf que cette fois, nous le capturerons sur film. » Lisa acquiesça, berçant doucement Théo qui venait de se réveiller. Son fils semblait de bonne humeur, gazouillant et agitant ses petits poings dans l'air. Elle se demanda fugitivement s'il sentait d'une manière ou d'une autre que ses amis félins étaient proches. Sierra et Echo furent amenés en premier. Le chaton, bien que toujours frêle, se déplaçait maintenant par lui-même, suivant sa mère avec une énergie renouvelée. Lisa observait à travers la vitre, notant comment Sierra inspectait méticuleusement ce nouvel environnement, s'assurant qu'il était sûr pour son petit avant de se détendre. « Elle est remarquablement intelligente », commenta Claire, qui se tenait à côté de Lisa. On peut presque voir son processus de réflexion. « Les lynx sont intelligents par nature », expliqua Lisa. « Mais Sierra semble posséder une forme de cognition qui va au-delà de l'instinct. Elle fait des déductions, des associations complexes. C'est extraordinaire. » Lorsque les caméras furent en place et que les lynx semblèrent à l'aise, Lisa et Théo furent invités à entrer dans leur partie de la salle. Comme convenu, les documentaristes filmaient principalement les félins et Lisa, ne prenant que des plans de dos ou de profil lointain de Théo. La réaction fut immédiate et spectaculaire. Dès que Sierra aperçut Théo, elle s'approcha de la barrière en plexiglas, ses mouvements fluides et sans aucune trace de la tension habituelle des prédateurs. Echo, stimulé par le comportement de sa mère, la suivit, ses petites pattes encore un peu instables, mais ses yeux brillants de curiosité. « Bonjour, vous deux », dit doucement Lisa, s'asseyant sur le coussin préparé à cet effet, Théo confortablement installé sur ses genoux. « Regardez qui est venu vous voir aujourd'hui. » Théo gazouilla joyeusement, agitant ses petites mains vers les félins comme s'il les reconnaissait. De l'autre côté de la barrière, Echo émit un miaulement doux en réponse, sa petite tête penchée sur le côté, dans une posture presque interrogative. « Incroyable », murmura le réalisateur, faisant signe au caméraman de se rapprocher sans faire de bruit. « On dirait vraiment qu'ils communiquent. » Lisa observait la scène avec un mélange de fascination scientifique et d'émerveillement maternel. Le comportement de son fils était aussi inhabituel que celui des lynx. Théo, généralement méfiant envers les étrangers et facilement effrayé par les mouvements brusques, semblait parfaitement à l'aise en présence de ses prédateurs sauvages. Il fixait Sierra et Echo avec une intensité surprenante pour un bébé de 6 mois, comme s'il essayait de déchiffrer un message que lui seul pouvait percevoir. Sierra, de son côté, s'était allongée contre la barrière, sa posture détendue contrastant fortement avec la vigilance constante typique des félins sauvages. Elle observait Théo avec ce que Lisa ne pouvait décrire autrement que comme de la bienveillance, ses yeux dorés mi-clos, sa queue balayant doucement le sol derrière elle. « Essaie de parler normalement à ton fils », suggéra Claire, la productrice. « Voyons comment les lynx réagissent à votre interaction. » Lisa acquiesça et commença à murmurer doucement à Théo, des paroles sans importance, le genre de babillage affectueux que toutes les mères adressent à leur bébé. La réaction fut immédiate. Echo s'approcha davantage de la barrière, ses oreilles dressées, visiblement attentif à chaque son. Sierra, elle, émit un ronronnement profond, un son que Lisa n'avait jamais entendu chez un lynx sauvage. « C'est sans précédent », commenta le docteur Collins, qui observait depuis un coin de la pièce. Les lynx roux adultes ne ronronnent généralement pas en présence d'humains, même en captivité.
Le tournage se poursuivit pendant près d'1 heure, capturant diverses interactions entre Théo et les félins. À un moment particulièrement saisissant, Théo commença à pleurnicher de fatigue. Echo répondit immédiatement par un miaulement plaintif, comme s'il exprimait de l'inquiétude, tandis que Sierra se levait, soudain alerte, ses yeux fixés sur le bébé. Elle réagit à sa détresse, expliqua Lisa, berçant doucement Théo pour le calmer. C'est comme si elle ressentait un besoin instinctif de le protéger, au même titre que son propre petit. Le réalisateur hocha la tête, visiblement ému par ce qu'il observait. En 30 ans de documentaires animaliers, je n'ai jamais rien vu de tel. C'est comme si nous assistions à quelque chose qui transcende les barrières entre espèces. Une fois le tournage terminé et Théo emmené pour sa sieste dans une pièce adjacente, l'équipe se réunit pour discuter de ce qu'ils venaient de documenter. Ils furent rejoints par 2 nouveaux visiteurs, le docteur Elena Vasquez, éthologue spécialisée dans le comportement des félins, et le docteur Richard Templeton, neurobiologiste étudiant les mécanismes de communication non verbale chez les mammifères. Tous 2 avaient été invités par Collins pour observer le phénomène et offrir leurs perspectives scientifiques. Ce que vous avez décrit dans vos courriels était difficile à croire, admit le docteur Vasquez, une femme énergique aux cheveux poivre et sel. Mais après avoir vu ces interactions de mes propres yeux, c'est révolutionnaire. Cela remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la cognition des félins sauvages. Le docteur Templeton, plus réservé, ajusta ses lunettes avant de parler. Il y a peut-être une explication neurobiologique. Les vocalisations des nourrissons humains opèrent dans une gamme de fréquences similaire à celle des chatons félins en détresse. Ce que nous observons pourrait être une forme d'activation croisée des circuits neurologiques associés aux soins parentaux. Ça n'explique pas tout, objecta Lisa. Cette lynx ne réagit pas seulement aux pleurs de Théo. Elle répond à sa présence même quand il est calme et semble comprendre des interactions complexes entre lui et moi. Le débat scientifique se poursuivit pendant près d'1 heure, chacun apportant ses théories et observations. Pendant ce temps, les documentaristes examinaient les séquences qu'ils avaient filmées, sélectionnant les moments les plus révélateurs. Il y a quelque chose ici que la science conventionnelle ne peut pas encore expliquer, conclut finalement le docteur Vasquez. Et c'est précisément pourquoi nous devons l'étudier avec encore plus de rigueur. Alors que la discussion battait son plein, Mike fit irruption dans la pièce, son expression grave contrastant avec l'atmosphère d'excitation intellectuelle. « Nous avons un problème », annonça-t-il sans préambule. « Le service fédéral de la faune a été informé de votre expérience. Ils envoient un inspecteur demain matin. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Le service fédéral de la faune était connu pour sa position stricte concernant les interactions entre humains et prédateurs sauvages. Il privilégiait systématiquement les protocoles standards de réhabilitation visant à maintenir les animaux aussi sauvages que possible en limitant au maximum le contact humain. « Que risquons-nous exactement ?» demanda Lisa, soudain inquiète. Mike soupira. Il pourrait ordonner le transfert de Sierra et Echo vers une installation fédérale, ou pire, décider que Sierra est trop habituée aux humains pour être relâchée et recommander qu'elle soit placée définitivement en captivité. « Ils ne peuvent pas faire ça », protesta Lisa. « Nous avons toujours prévu de les relâcher une fois Echo complètement guéri. »« Je sais », répondit Mike doucement. « Mais notre approche est non conventionnelle. Et certains au sein du service considèrent toute déviation du protocole comme une menace pour l'intégrité de la faune sauvage. » Collins intervint, sa voix calme mais ferme. « Nous devons être prêts à défendre scientifiquement notre approche. Lisa, toi et les docteurs Vasquez et Templeton, préparez une présentation détaillant vos observations et vos théories. Mike et moi nous occuperons de l'aspect réglementaire et des autorisations. » Les documentaristes échangèrent des regards. « Nous pouvons aider », proposa Claire. «
Nos séquences montrent clairement que ces interactions sont bénéfiques pour le rétablissement du chaton. Et nous avons des contacts au sein de plusieurs organisations de conservation qui pourraient soutenir votre démarche. Un sentiment d'urgence remplaça l'euphorie précédente. Ils avaient moins de 24 heures pour préparer une défense solide de leur approche peu orthodoxe. Lisa jeta un regard à travers la vitre donnant sur la salle où se trouvaient Sierra et Echo. La mère lynx s'était couchée près de la barrière, comme si elle attendait le retour de Théo, tandis qu'Echo dormait paisiblement blotti contre elle, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant régulièrement. La pensée que ces animaux extraordinaires puissent être emmenés, peut-être séparés, plongés dans l'environnement stérile et impersonnel d'une installation gouvernementale, serra le cœur de Lisa. Ce n'était plus seulement une question de recherche scientifique ou de curiosité professionnelle. Elle s'était attachée à Sierra et Echo d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. « Nous ne les laisserons pas les prendre », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. « Nous trouverons un moyen. » La suite de la journée fut consacrée à la préparation intense de leur dossier. Lisa compila toutes ses notes, photos et observations, tandis que les docteurs Vasquez et Templeton rédigeaient des analyses scientifiques préliminaires étayant l'importance de ce qu'ils avaient observé. Collins contacta plusieurs collègues influents dans le domaine de la conservation, cherchant des appuis. Les documentaristes, de leur côté, montèrent rapidement une séquence de 10 minutes, mettant en évidence les aspects les plus remarquables des interactions entre Théo et les lynx. Vers le soir, épuisée mais déterminée, Lisa retourna auprès de Sierra et Echo pour leur séance quotidienne de soins et d'observation. Théo, qui s'était réveillé de sa longue sieste, l'accompagnait, confortablement installé dans son porte-bébé. Le matin suivant arriva trop vite. Lisa avait à peine dormi, son esprit tournant sans cesse autour des arguments qu'elle présenterait à l'inspecteur fédéral. Elle avait passé une grande partie de la nuit à peaufiner sa présentation, rassemblant toutes les preuves scientifiques qui justifiaient leur approche non conventionnelle. Théo, heureusement, avait fait une nuit complète, comme s'il sentait que sa mère avait besoin de calme pour se préparer à la bataille qui s'annonçait. À 8 heures précises, un SUV noir aux insignes du Service fédéral de la faune se gara devant le centre de réhabilitation. Lisa, qui surveillait l'entrée depuis la fenêtre du bureau de Collins, sentit son cœur s'accélérer. L'inspecteur qui en descendit n'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Au lieu de l'homme d'âge mûr, austère et bureaucratique qu'elle avait imaginé, c'était une femme d'une trentaine d'années, aux cheveux courts et à l'allure sportive, qui s'avançait vers l'entrée du centre. « Dr Catherine Reynolds », se présenta-t-elle en entrant, serrant fermement la main de Collins puis celle de Lisa. « Je suis chargé d'évaluer la situation concernant les lynx roux actuellement sous votre garde. » Son ton était professionnel mais pas hostile, ce qui donna à Lisa un fragile espoir. Collins conduisit l'inspectrice vers la salle de conférence où tout était prêt pour leur présentation. Les docteurs Vasquez et Templeton y attendirent déjà, ainsi que Mike et l'équipe de documentaristes. Théo était installé dans un parc aménagé dans un coin de la pièce, jouant paisiblement avec ses peluches sous la surveillance attentive d'une assistante. « Avant de commencer, » annonça le docteur Reynolds, « je tiens à préciser que je suis ici pour évaluer objectivement la situation, pas pour porter un jugement a priori. J'ai lu les rapports préliminaires et je suis consciente du caractère inhabituel de ce cas. Cela dit, je dois m'assurer que les protocoles de réhabilitation des espèces protégées sont respectés dans leur esprit, sinon dans leurs lettres. » Collins hocha la tête. « Nous comprenons parfaitement, Dr Reynolds. Si vous le permettez, nous aimerions vous présenter nos observations et nos conclusions préliminaires. » L'inspectrice acquiesça et s'installa confortablement, sortant un carnet pour prendre des notes. Lisa commença la présentation, décrivant chronologiquement les événements depuis la première apparition du lynx à la fenêtre de Théo
jusqu'aux sessions d'interaction documentées de la veille. Les images et vidéos capturées par les caméras de surveillance illustraient son récit, montrant clairement le comportement extraordinaire de Sierra. « Comme vous pouvez le constater, expliqua-t-elle, il ne s'agit pas d'un simple cas d'habituation aux humains. Sierra a délibérément cherché notre aide pour son petit malade. Elle a établi une association entre les pleurs de mon fils et une source potentielle de secours. C'est un niveau de cognition et d'adaptation que nous n'avions jamais documenté chez un lynx roux sauvage. » Le docteur Vasquez prit ensuite la parole, expliquant les implications de ces observations pour notre compréhension du comportement des félins sauvages. Le docteur Templeton suivit, présentant ses théories sur les mécanismes neurologiques qui pourraient expliquer cette communication interespèce inhabituelle. Tout au long de la présentation, le docteur Reynolds écoutait attentivement, posant occasionnellement des questions pointues mais pertinentes. Son expression restait neutre, professionnelle, ne laissant rien transparaître de ses pensées. « Et quelle est votre intention à long terme concernant ces animaux ?» demanda-t-elle finalement, après près d'une heure de présentation. « Notre objectif a toujours été de les relâcher dans leur habitat naturel, » répondit Collins sans hésitation. « Dès qu'Echo sera complètement rétabli et que Sierra aura repris des forces. Nous avons identifié une zone isolée dans la forêt nationale, loin des sentiers touristiques mais avec une population suffisante de proies pour assurer leur survie. Et vous ne craignez pas que leur, disons, familiarité avec les humains ne compromette leurs chances de survie en milieu sauvage? C'était la question que Lisa redoutait, car elle touchait au cœur du problème. Les protocoles standards de réhabilitation étaient conçus précisément pour éviter cette familiarité, considérée comme dangereuse tant pour les animaux que pour les humains qu'ils pourraient rencontrer après leur libération. Sierra n'est pas familière avec les humains en général, répondit-elle soigneusement. Elle a établi une connexion spécifique avec mon fils et, par extension, avec ceux d'entre nous qui s'occupent d'Echo. Nos observations indiquent qu'elle reste méfiante envers les étrangers et maintient ses instincts de prédateur sauvage. Quant à Echo, nous avons déjà commencé à réduire progressivement ses interactions avec les humains autres que le personnel médical essentiel. Le docteur Reynolds nota ses réponses, puis se leva. J'aimerais maintenant observer personnellement ces lynx et leur comportement, si c'est possible. Ils se dirigèrent vers la salle d'observation adjacente à l'enclos temporaire où Sierra et Echo passaient leur journée. L'espace avait été aménagé pour ressembler autant que possible à leur environnement naturel, avec des rochers, des troncs d'arbres et de la végétation. Sierra était allongée sur un rocher surélevé, sa position typique des félins surveillant leur territoire, tandis qu'Echo explorait l'enclos avec une énergie croissante, signe de son rétablissement progressif. « Impressionnant », commenta le docteur Reynolds. Le chaton montre des comportements normaux de jeu et d'exploration, et la mer semble remarquablement détendue pour un lynx en captivité. C'est à ce moment précis que Théo, qui avait été amené dans la salle d'observation par l'assistante, commença à s'agiter. Il émit une série de petits geignements qui attirèrent immédiatement l'attention de Sierra. La lynx se redressa, ses oreilles pointées vers la source du son, puis descendit gracieusement de son perchoir pour s'approcher de la vitre séparant l'enclos de la salle d'observation. Ce qui se passa ensuite laissa même le docteur Reynolds bouche bée. Sierra s'assit directement face à la vitre, fixant Théo avec une intensité presque hypnotique. Le bébé, de son côté, cessa immédiatement de pleurnicher et tendit ses petites mains vers la lynx, émettant des gazouillis joyeux. Echo, attiré par l'interaction, s'approcha à son tour, imitant la posture attentive de sa mère. Ils font ça chaque fois, expliqua doucement Lisa. C'est comme s'ils se reconnaissaient, comme s'ils partageaient un langage que nous ne pouvons pas comprendre. Le docteur Reynolds observa la scène en silence pendant plusieurs minutes, son expression professionnelle se transformant progressivement
en un mélange de stupéfaction et d'émerveillement. « En 20 ans de carrière dans la conservation de la faune, dit-elle finalement, je n'ai jamais rien vu de tel. » Elle se tourna vers Collins. « Je comprends maintenant pourquoi vous avez choisi cette approche non conventionnelle. Ce que nous observons ici n'entre dans aucune catégorie standard de comportement animal. » Un soulagement collectif parcourut la pièce. Si même l'inspectrice fédérale reconnaissait le caractère exceptionnel de la situation, peut-être y avait-il un espoir que Sierra et Echo puissent rester sous leurs soins jusqu'à leur complète réhabilitation. Cependant, ajouta le docteur Reynolds, et Lisa sentit son cœur se serrer à nouveau. Je dois toujours m'assurer que toutes les décisions prises ici servent au mieux les intérêts de ces animaux en tant qu'espèces sauvages protégées. Elle consulta ses notes, puis regarda à nouveau l'interaction entre Théo et les lynx, qui se poursuivait sans interruption, Echo ayant maintenant commencé une sorte de jeu, roulant sur le dos et faisant mine de chasser sa queue, comportement typique des chatons félins en présence de congénères avec lesquels ils se sentent en sécurité. « Voici ce que je propose », déclara finalement le docteur Reynolds. « Je vais recommander que Sierra et Echo restent sous vos soins avec supervision régulière de notre service. Vous pourrez poursuivre vos observations et votre approche de réhabilitation à condition de mettre en place un plan progressif de désensibilisation avant leur libération. De plus, je souhaite que cette étude de cas soit documentée de manière exhaustive et soumise à un comité scientifique pour évaluation. Les implications pour notre compréhension du comportement des félins sauvages sont trop importantes pour être ignorées. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. La décision du docteur Reynolds avait ouvert la voie à un programme de réhabilitation sur mesure pour Sierra et Echo, combinant les approches traditionnelles avec les observations spécifiques de leurs cas uniques. Une petite équipe avait été constituée, comprenant Lisa, Collins, le docteur Vasquez et 2 spécialistes en réhabilitation de la faune sauvage désignés par le service fédéral. Echo se rétablissait à une vitesse remarquable. Sa blessure était maintenant complètement cicatrisée et il avait repris du poids, son pelage retrouvant progressivement l'éclat caractéristique des lynx en bonne santé. Il manifestait de plus en plus de comportements typiques des jeunes prédateurs, s'exerçant à la chasse avec des jouets spécialement conçus, perfectionnant ses techniques de camouflage et d'approche furtive. Sierra, pour sa part, continuait de défier les attentes. Tout en maintenant son lien spécial avec Théo, elle commençait à montrer des signes de distanciation progressive vis-à-vis des autres humains, conformément au plan de désensibilisation. Ce comportement était exactement ce que l'équipe espérait, une réaffirmation de ses instincts sauvages, essentiels pour sa survie future en liberté. Le documentaire sur cette histoire extraordinaire avançait également. L'équipe de tournage revenait régulièrement pour capturer les progrès des lynx et les moments d'interaction avec Théo. Ces séquences, combinées aux témoignages des scientifiques impliqués, commençaient à former un récit captivant qui, selon Claire, la productrice, pourrait changer fondamentalement la façon dont le public perçoit l'intelligence et la sensibilité des animaux sauvages. Un matin d'automne, alors que les premières feuilles dorées commençaient à tomber des arbres entourant le centre, Lisa arriva pour sa session d'observation quotidienne avec une nouvelle importante à partager. « Le comité a approuvé notre plan de libération », annonça-t-elle à Collins qui l'attendait à l'entrée. « Sierra et Echo pourront être relâchés dans 3 semaines, juste avant les premières neiges. » Collins sourit, visiblement soulagé. « C'est une excellente nouvelle. Le site de libération est confirmé. » Oui, la zone nord-est de la forêt nationale, comme nous l'avions recommandé, suffisamment isolée pour minimiser les rencontres humaines, mais avec une population abondante de proies. Ils se dirigèrent vers l'enclos extérieur où Sierra et Echo passaient désormais la majeure partie de leur temps. Cet espace beaucoup plus grand, construit spécialement pour la phase finale de leur réhabilitation, reproduisait fidèlement leur habitat naturel avec des zones boisées, des rochers et même un petit ruisseau.
Des proies vivantes, principalement des lapins et des écureuils, y étaient régulièrement introduites, permettant aux lynx de maintenir et d'affiner leurs instincts de chasse. Sierra était allongée sur un rocher surplombant l'enclos, sa position favorite pour surveiller son territoire. Echo, quant à lui, était invisible au premier abord, probablement caché dans les buissons, s'exerçant à l'art délicat de la traque. C'était un bon signe. Le jeune lynx devenait de plus en plus indépendant, développant les compétences dont il aurait besoin dans la nature. « Comment prévois-tu de gérer la dernière interaction avec Théo ?» demanda Collins doucement, sachant que c'était un sujet sensible. Lisa soupira, son regard fixé sur Sierra. « Honnêtement, je ne sais pas. Le protocole recommande une séparation progressive pour éviter tout stress, mais leur lien est si particulier. » Le lien entre son fils et les lynx s'était effectivement transformé au fil des semaines. Alors qu'Echo devenait plus indépendant et que Sierra retrouvait pleinement ses instincts sauvages, leurs interactions avec Théo avaient subtilement changé. Elle restait extraordinaire, les lynx répondaient toujours à sa présence d'une manière unique, mais une distance naturelle s'installait peu à peu, comme si tous comprenaient instinctivement que leur chemin devait finalement se séparer. « Je pense que nous devrions suivre leur exemple », suggéra Collins. Sierra et Echo semblent comprendre que leur temps ici est temporaire. Peut-être devrions-nous faire confiance à cette sagesse naturelle. Lisa hocha la tête, reconnaissant la justesse de cette observation. Puis, remarquant un mouvement dans les buissons, elle sourit. « Regarde, Echo s'entraîne à la chasse. » Le jeune lynx était pratiquement invisible, son pelage tacheté se fondant parfaitement dans l'ombre des feuillages. Seul un léger frémissement de la végétation trahissait sa présence alors qu'il se rapprochait méthodiquement d'un lapin qui broutait, inconscient du danger. Sa technique s'était considérablement améliorée au cours des dernières semaines, devenant presque aussi efficace que celle d'un lynx adulte élevé en liberté. « Il est prêt », murmura Collins. « Ils sont tous les deux prêts. » Les préparatifs pour la libération s'intensifièrent dans les jours qui suivirent. Des colliers émetteurs légers, conçus spécifiquement pour ne pas entraver les mouvements des félins, furent préparés pour permettre un suivi post-libération. L'équipe scientifique finalisa les protocoles d'observation à distance, tandis que les autorités de la forêt nationale établissaient une zone tampon temporaire autour du site de libération pour minimiser les perturbations humaines pendant la phase d'adaptation. Une semaine avant la date prévue, Lisa organisa une dernière session spéciale avec Théo. Consciente que c'était probablement la dernière fois que son fils verrait Sierra et Echo, elle voulait que ce moment soit documenté non seulement pour la science, mais aussi pour la mémoire personnelle de sa famille. Le docteur Vasquez était présente, ainsi qu'une caméraman discrète qui enregistrait la scène à distance. Cette fois, la rencontre eut lieu dans une partie sécurisée de l'enclos extérieur, sans barrière physique entre eux. Lisa, tenant Théo dans ses bras, s'assit sur un tronc d'arbre tombé, attendant patiemment. Sierra et Echo étaient quelque part dans la végétation, conscients de leur présence, mais choisissant leur moment pour approcher. Théo, maintenant âgé de 7 mois et de plus en plus éveillé au monde qui l'entourait, regardait autour de lui avec curiosité, émettant occasionnellement ses gazouillis habituels. Au bout de quelques minutes, Echo émergea des buissons, s'approchant avec une confiance tranquille qui contrastait fortement avec l'état fragile dans lequel il l'avait trouvé 2 mois plus tôt. Sierra suivit peu après, majestueuse et alerte, ses mouvements fluides, témoignant de sa force retrouvée. Les félins s'arrêtèrent à quelques mètres de Lisa et Théo, maintenant une distance respectueuse qui n'était ni craintive ni menaçante. Pendant un long moment, aucun son ne troubla le silence de l'enclos, hormis le léger bruissement des feuilles dans la brise d'automne. Puis Théo fit quelque chose d'inattendu. Il tendit sa petite main vers les lynx, émettant un son qui ressemblait étrangement au miaulement doux qu'Echo produisait lorsqu'il appelait sa mère. Sierra pencha la tête,
ses yeux dorés fixés sur le bébé avec une intensité qui semblait contenir toute la sagesse sauvage de son espèce. « C'est remarquable », chuchota le docteur Vasquez, qui observait la scène depuis le bord de l'enclos. On dirait presque qu'ils se disent au revoir. Lisa sentit une boule se former dans sa gorge. C'était exactement ce que cela semblait être, un adieu entre deux mondes qui s'étaient brièvement touchés avant de reprendre leur trajectoire séparée. La science pouvait tenter d'expliquer ce phénomène en termes de stimuli auditifs, de mécanismes neurologiques et d'adaptation comportementale, mais à cet instant précis, il semblait y avoir quelque chose de plus profond à l'œuvre, quelque chose qui transcendait les explications rationnelles. Sierra fut la première à rompre ce moment suspendu. Avec un mouvement fluide, elle se détourna et disparut dans la végétation. Echo hésita un instant de plus, ses yeux clairs toujours fixés sur Théo, puis suivit sa mère, son pelage tacheté se fondant parfaitement dans les ombres de l'enclos. Le jour de la libération arriva enfin, par une fraîche matinée d'octobre, où la brume s'accrochait au sommet des montagnes, enveloppant la forêt d'un voile mystérieux. Une petite équipe s'était rassemblée avant l'aube au centre de réhabilitation. Lisa, Collins, Mike, le docteur Vasquez et 2 agents du service fédéral de la faune. Claire et son caméraman étaient également présents pour documenter ce moment crucial. Les lynx avaient été sédatés légèrement la veille au soir et placés dans des cages de transport spéciales conçues pour minimiser le stress. Ils seraient réveillés seulement une fois arrivés au site de libération. Un processus soigneusement orchestré pour assurer une transition aussi douce que possible vers leur vie sauvage retrouvée. Lisa avait longuement réfléchi avant de décider de ne pas amener Théo. Bien que symboliquement important, le site de libération se trouvait à plus de 2 heures de route à travers un terrain accidenté et l'expérience serait probablement trop éprouvante pour un bébé. De plus, les adieux avaient déjà eu lieu dans un contexte plus contrôlé et significatif. « Tout est prêt », annonça Collins, supervisant le chargement des cages dans le véhicule tout-terrain. « La météo est idéale. Pas de pluie prévue, température modérée. Les conditions de chasse seront optimales pour leur première semaine en liberté. » Lisa hocha la tête, un mélange d'émotions contradictoires l'envahissant. Après tout ce temps passé à étudier, soigner et observer Sierra et Echo, les laisser partir était à la fois une victoire professionnelle et une perte personnelle. « Tu es sûr que tu veux venir ?» demanda Mike doucement, remarquant son expression pensive. « Tu pourrais rester avec Théo, nous comprendrions. »« Non, » répondit Lisa fermement. « Je dois être là. Je leur dois bien ça. » Le convoi se mit en route au moment où les premières lueurs de l'aube teintaient le ciel d'orange et de rose. Le trajet fut silencieux, chacun absorbé dans ses propres pensées. Lisa revoyait mentalement tout le chemin parcouru depuis cette nuit fatidique où Sierra était apparue à la fenêtre de Théo, un événement qui semblait maintenant appartenir à une autre vie. Le site de libération avait été soigneusement sélectionné, une clairière naturelle entourée de forêts denses, à proximité d'un petit ruisseau, offrant à la fois un point d'eau et une abondance de proies potentielles. Suffisamment éloigné des sentiers de randonnée et des zones habitées pour minimiser les rencontres humaines, tout en restant accessible pour le suivi scientifique à distance. Une fois arrivée, l'équipe travailla avec une efficacité silencieuse. Les cages furent déchargées et positionnées à l'orée de la forêt, leurs portes orientées vers la densité protectrice des arbres. Collins administra le médicament qui neutraliserait les sédatifs, puis tous se retirèrent à une distance respectueuse, se dissimulant partiellement derrière des camouflages naturels. « Maintenant nous attendons », murmura-t-il. « Cela peut prendre de quelques minutes à plusieurs heures. » L'attente fut plus courte que prévu. Moins de 20 minutes plus tard, un mouvement fut perceptible dans la première cage. Sierra se réveillait, ses instincts sauvages immédiatement en alerte dans ce nouvel environnement. Elle se leva lentement, s'étirant avec cette grâce féline caractéristique, puis renifla l'air.
absorbant toutes les informations que ses sens aiguisés pouvaient détecter. Dans la cage adjacente, Echo s'agitait également, visiblement stimulé par la multitude d'odeurs et de sons de la forêt, sa véritable maison, même s'il ne l'avait jamais connue auparavant. Lisa retenait son souffle, son cœur battant la chamade alors que Collins actionnait à distance le mécanisme d'ouverture des cages. Les portes se soulevèrent simultanément, offrant aux lynx leur premier goût de véritable liberté. Sierra ne se précipita pas. Avec une prudence calculée, elle avança jusqu'à l'ouverture de sa cage, ses sens en hypervigilance, évaluant chaque détail de ce nouvel environnement. Echo, plus impatient, était déjà à moitié sorti, son jeune corps vibrant d'une énergie contenue. Puis, dans un mouvement si fluide qu'il semblait presque irréel, Sierra bondit hors de la cage et s'élança vers la forêt, Echo sur ses talons. Ils s'arrêtèrent brièvement à la lisière des arbres. Sierra se retourna, son regard balayant la clairière jusqu'à se poser, semblait-il, exactement où Lisa était cachée. Pendant un instant suspendu dans le temps, leurs yeux se croisèrent une dernière fois. La femme qui avait aidé à sauver son petit et la mère sauvage qui avait défié tous les instincts de son espèce pour chercher cette aide. Puis, aussi silencieusement qu'une ombre, Sierra disparut dans la forêt, Echo la suivant de près. En quelques secondes, il ne restait plus aucune trace visible de leur présence, comme s'ils n'avaient jamais existé que dans un rêve partagé. « C'est fait », murmura Collins, la voix teintée d'émotion malgré ses années d'expérience. Ils sont rentrés chez eux. 1 mois passa, puis 2. L'hiver s'installa sur les montagnes du Colorado, transformant la forêt en un royaume de cristal et de silence. Lisa avait repris ses recherches, partageant son temps entre l'analyse des données collectées pendant le séjour de Sierra et Echo au centre et ses nouvelles observations sur les interactions entre prédateurs et environnement humain. Le documentaire sur leur histoire extraordinaire était en phase finale de montage. Les premières projections tests avaient suscité des réactions enthousiastes, laissant présager un impact significatif lors de sa diffusion prévue au printemps suivant. Quant à Sierra et Echo, les données transmises par leur collier indiquaient qu'ils s'adaptaient parfaitement à leur vie sauvage. Ils avaient établi un territoire stable à environ 10 km du site de libération, dans une zone particulièrement riche en gibier. Les relevés montraient des schémas de chasse normaux et des déplacements typiques des lynx roux en bonne santé. Un soir de décembre, alors que la neige tombait doucement à l'extérieur, Lisa berçait Théo dans le salon de leur cabane. Son fils avait bien grandi, commençant maintenant à se tenir assis sans soutien et explorant le monde avec une curiosité insatiable. Parfois, Lisa se demandait s'il garderait un souvenir inconscient de sa connexion avec Sierra et Echo, ou si cette expérience extraordinaire s'effacerait complètement de sa jeune mémoire. Le moniteur posé sur la table basse émit un bip discret, une alerte de l'une des caméras de surveillance qu'elle avait maintenues autour de la propriété, plus par habitude scientifique que par réelle nécessité. Lisa déposa doucement Théo dans son parc et consulta son téléphone pour voir ce qui avait déclenché le capteur. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Là, à la lisière de la forêt, parfaitement visible dans la clarté de la lune reflétée par la neige, se tenait Sierra. Le magnifique lynx roux regardait directement vers la maison, sa silhouette élégante se détachant contre le blanc immaculé du paysage hivernal. À ses côtés, presque aussi grand qu'elle maintenant, Echo observait également la cabane avec une curiosité tranquille. Lisa resta figée, n'osant pas bouger de peur de briser cet instant magique. Sierra et Echo étaient revenus, non pas pour chercher de l'aide ou un refuge, mais comme pour boucler la boucle, pour confirmer que le lien qui s'était forgé dans des circonstances extraordinaires persistait d'une certaine façon, transcendant les barrières entre leurs mondes. Théo émit soudain un petit cri joyeux depuis son parc, comme s'il sentait d'une manière ou d'une autre la présence des visiteurs.
À ce son, les oreilles de Sierra se dressèrent, et pendant un instant, Lisa crut voir quelque chose comme une reconnaissance dans ses yeux dorés qui brillaient dans la nuit. Puis, aussi silencieusement qu'ils étaient apparus, les lynx se détournèrent et disparurent dans l'obscurité de la forêt, deux ombres se fondant dans leur véritable demeure. Lisa resta longtemps à la fenêtre, tenant Théo dans ses bras, contemplant la forêt silencieuse. Elle savait que cette visite était probablement la dernière. Sierra et Echo avaient repris leur place dans le cycle naturel, comme il se devait. Mais ils avaient laissé derrière eux plus que des souvenirs ou des données scientifiques. Ils avaient offert un aperçu précieux d'un monde où les frontières entre espèces n'étaient peut-être pas aussi infranchissables qu'on le croyait, où l'intelligence et l'empathie pouvaient créer des ponts inattendus dans les circonstances les plus improbables. « Tu vois, mon cœur », murmura Lisa à Théo qui gazouillait doucement contre sa poitrine, ses grands yeux bleus fixés sur la forêt, comme s'il comprenait parfaitement ce qui venait de se passer. Il y a des mystères dans ce monde que même la science ne peut pas entièrement expliquer. Des connexions qui défient notre compréhension, mais qui nous rappellent que nous faisons tous partie de la même grande tapisserie de vie. Dehors, la neige continuait de tomber doucement, effaçant peu à peu les traces des lynx, mais pas le miracle de leur passage dans la vie de Lisa et Théo. Une histoire qu'ils porteraient en eux pour toujours et qui, peut-être, changerait un jour notre façon de percevoir nos voisins sauvages et les liens invisibles qui nous unissent à eux.